Par rapport à la question d'Edwige Chirrouter sur la continuité et les ruptures ou les différences entre l'approche de Mathieu Liebman, disons, et la mienne, je dirais qu'il y a deux points communs. Le premier, c'est d'amener les enfants à penser par eux-mêmes, et ce, par une réflexion collective, c'est-à-dire développer l'humanité dans le petit humain, le faire grandir en humanité, un objectif humaniste. Et le deuxième point commun, c'est la contribution à une éducation d'un citoyen réflexif, c'est-à-dire d'un citoyen qui n'utilise pas seulement sa liberté d'expression, mais qui essaye quelque part, disons, de la justifier par des arguments. Et là, c'est une finalité beaucoup plus politique et démocratique que nous avons en commun. En ce qui concerne les différences, qui ne sont d'ailleurs pas des divergences, mais plutôt des portes d'entrée différentes pour la philosophie avec les enfants, il me semble qu'il y a deux grandes différences entre nous. La première, c'est que nous n'avons pas la même tradition philosophique. On trouve bien dans la philosophie de Mathieu Liebman, notamment dans ses romans, en soubassement, sans d'ailleurs qu'il soit nommé, des philosophes, des problématiques issues de l'histoire de la philosophie, des allusions voilées, disons, à des doctrines. Mais Mathieu Liebman s'appuie essentiellement sur la philosophie, je dirais, anglo-saxonne, par exemple le pragmatisme de John Dewey, la philosophie analytique, le courant du critical thinking, c'est-à-dire de la pensée critique, et puis le courant aussi du carrying thinking, c'est-à-dire, la meilleure traduction me semble, la pensée attentionnée, c'est-à-dire une philosophie du care. Alors que, en ce qui me concerne, je m'appuie beaucoup plus sur la philosophie continentale, et plus particulièrement sa tradition rationaliste, de Platon à Aristote, à Descartes, Kant, Hegel, Habermas, etc. Deuxième différence, c'est que nous n'avons pas non plus la même tradition pédagogique. Lippmann s'appuie essentiellement sur une pédagogie de l'enquête qu'il a empruntée lui-même à la notion de communauté de recherche de John Dewey, qui est un grand pédagogue, et que celui-ci tenait d'ailleurs, la communauté de recherche était un concept, une pratique que John Dewey tenait lui-même de Apple, du philosophe Apple. Et deuxièmement, il est influencé par la pédagogie des habiletés, des skills, des abilities. Et il y a beaucoup disons, d'habiletés qui sont développées par la philosophie avec les enfants, selon Mathieu Liebman. En ce qui me concerne, c'est tout à fait différent. J'ai été influencé à travers des praticiens comme Alain Delsol et puis surtout Sylvain Connac, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, par la pédagogie coopérative, c'est-à-dire ce courant de l'éducation nouvelle, issu de Célestin Freinet, et de la pédagogie institutionnelle, issue de Uri Vasquez, dans la particularité de donner des rôles précis et tournants aux enfants. Par ailleurs, j'ai été nourri par les sciences de l'éducation et les différentes didactiques disciplinaires dans mes travaux. D'où mon approche d'une didactique de l'apprentissage du philosophé, et à partir d'une approche par compétences. Mes compétences d'ailleurs ne sont pas les compétences que j'ai déterminées pour rendre une discussion philosophique, ne sont d'ailleurs pas nombreuses, hein, problématisées, conceptualisées et argumentées, il y en a trois, alors que les habiletés de Liebman sont extrêmement nombreuses. Enfin, je suis ouvert à d'autres supports par rapport à des romans ad hoc de Mathieu Liebman, et je m'appuie beaucoup sur la littérature de jeunesse et surtout sur les mythes. J'ai fait tout un travail sur les mythes platoniciens. Voilà donc les grandes continuités et les différences avec Mathieu Liebman. Quant à la deuxième question d'Edwige Chirrouter, c'est-à-dire la question de la défiance, des réticences et des objections même qui sont adressées à la philosophie avec les enfants, elles viennent de certains professeurs de philosophie, et en particulier et surtout, je dirais, de l'inspection générale de philosophie, ce qui n'est pas rien. Elles peuvent venir aussi des praticiens eux-mêmes, dans la mesure où ils ne se sentent pas toujours légitimes, à cause de leur faible formation en philosophie académique, à animer des ateliers dits de philosophie ou à visée philosophique.
Alors l'argument essentiel au niveau des objections, c'est que philosopher serait impossible pour les enfants. Alors j'énumère les quatre arguments, même 5 arguments donc, qui sont donnés. Bon, j'essaye d'y répondre. Premier argument, les enfants auraient un langage trop peu développé, alors qu'une pensée demande un langage précis, disons rigoureux, compte tenu de l'étroite interrelation entre le langage et la pensée. Deuxièmement, les enfants disposeraient de formes de pensée qui sont trop rudimentaires, si vous voulez. Par exemple, ils ne disposeraient pas, avant 10-12 ans, du raisonnement hypothétique-déductif, qui est quand même très important dans le champ, disons, de l'argumentation. Et là, je crois que Mathieu Liebman avait en tête certainement les stades de développement de Piaget, qui explique que ce raisonnement hypothético-déductif ne peut pas être acquis avant 10-12 ans. Troisième objection, les enfants n'auraient pas suffisamment, disons, de savoir. Et c'est vrai qu'il y a en philosophie, surtout en France, cette métaphore du couronnement, dont a bien parlé Jacques Derrida, par exemple, qui stipule que la philosophie se retournerait finalement sur le savoir acquis pendant tout le cursus scolaire pour en faire un petit peu donc une espèce de synthèse et qu'on aurait besoin de ce savoir finalement pour philosopher. Quatrième objection, non seulement les enfants n'auraient pas suffisamment de savoir, mais ils n'auraient pas suffisamment, disons, d'expérience. Et il y aurait chez eux donc un manque de maturité qui les empêcherait de philosopher. On trouve aussi une autre objection, si vous voulez, pardon, c'est-à-dire le fait que les enseignants seraient insuffisamment formés philosophiquement et qu'ils ne pourraient pas donc être habilités à animer des ateliers philosophiques. Alors je précise que ces objections doivent être prises, disons, au sérieux. C'est des objections, disons, réelles. Et il y a eu tout un débat un peu philosophico-philosophique avec les philosophes, disons, sur ce point. Alors on peut répondre à la première objection, le fait que les enfants ont un langage, même s'il n'est pas encore très développé, et que le fait de posséder un langage, c'est-à-dire quelque chose qui me précède, qui me transcende, d'ailleurs qui me succédera, ça leur donne des outils, parce que le mot est une idée générale et abstraite. Et quand on parle par le langage, précisément, on peut accéder à un certain niveau d'abstraction et de généralisation. D'autre part, ça c'est pour faire répondre un peu à l'objection 3, ils ont déjà une expérience. Et une expérience, alors certes, moins limitée, beaucoup plus limitée que celle d'un adulte, par exemple, mais une expérience certaine. Ils ont l'expérience de la famille, par exemple, ils ont l'expérience des relations humaines, ils ont l'expérience de l'école, ils ont l'expérience des émotions, la colère, la honte, ils ont l'expression des sentiments, l'expérience de l'amitié, de l'amour. Et donc, en mettant des mots abstraits, donc généraux, sur une expérience, disons, concrète, eh bien, ils peuvent élaborer une vision du monde. Alors, une vision du monde qui, au départ, donc, est spontanée, mais qui, précisément, donc, dès qu'elle est exprimée, peut être confrontée à d'autres dans des discussions. Par ailleurs, pour répondre à l'objection 2, il y a cette idée qu'il y a aujourd'hui une remise en question des stades de développement de Piaget en psychologie cognitive. Il faut savoir que les stades de développement de Piaget ont été établis par des tests en laboratoire et pas en situation réelle. Or, moi, par exemple, travaillant sur des corpus, donc en situation réelle de classe, j'ai remarqué que dès le cours préparatoire, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 ans, les élèves peuvent faire des raisonnements, je dirais, quasi hypothético-déductifs. Faisons-leur faire, par exemple, des expériences de pensée. Les philosophes aiment bien les expériences de pensée. Par exemple, supposons que nous soyons dans un monde dans lequel tout le monde ment. Ou supposons que nous soyons dans un monde où il n'y a plus de règles. Eh bien, essayez à ce moment-là de décrire ce monde et d'en tirer un certain nombre, disons, de conséquences. On s'aperçoit qu'un monde où tout le monde ment, plus personne ne peut avoir confiance en personne, qu'un monde où il n'y a plus de règles, c'est le bazar, comme disaient les élèves. Un monde où on ne tiendrait pas ses promesses, là aussi, disons, si personne ne tient ses promesses, on ne peut avoir confiance en personne. Et donc, on peut tirer donc des conséquences d'une hypothèse que l'on fait, qui est ici une expérience de pensée, ce qui est d'autant plus important que, comme le disait, disons, Vygotsky, on peut accélérer finalement l'accès à notre stade de développement dans la mesure où on travaille dans la zone proximale de développement.
En ce qui concerne la formation, qui est une objection, disons, réelle, une formation approfondie en philosophie pour animer des ateliers de philo pour enfants sera toujours, disons, souhaitable. Mais elle n'est pas suffisante. Un agrégé de philosophie peut se trouver complètement démuni à animer un atelier de philosophie. Donc, avec les enfants, donc, je veux dire, bon, animer un atelier de philosophie, c'est savoir, disons, gérer un groupe. Et c'est aussi savoir comment éveiller la philosophie, disons, chez les enfants qui sont très jeunes. Par contre, ce qui est extrêmement important, tout échange n'étant pas spontanément philosophique, mais au contraire au niveau, disons, de l'opinion, c'est chercher qu'est-ce que c'est qui va rendre un échange, disons, entre les enfants philosophique, lui donner une visée philosophique. Et là, ma réponse, avec mes recherches, ça a été d'exercer un certain nombre d'exigences intellectuelles, de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. Et c'est lorsque ces exigences intellectuelles et l'animateur doit être vigilant, ça doit être une espèce de vigie de ces exigences intellectuelles, sont prises en compte par les élèves, alors on est en train d'aller vers un apprentissage, disons, du philosophie. Et ces exigences intellectuelles, on peut former, disons, les instituteurs, même s'ils n'ont pas de licence ou d'agrégation de philosophie, à ces exigences intellectuelles, par des exercices, disons, par leur utilisation dans des discussions qu'ils vivent, disons, eux-mêmes. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le diplôme universitaire de philosophie avec les enfants d'Edwige Chirouter à l'université de Nantes. Et c'est ce que fait aussi, disons, l'association SEV, qui en 3 ans a déjà formé plus de 2000 animateurs, disons, philosophiques. Donc voilà un petit peu donc, ce qu'on peut répondre aux objections qui sont adressées, qui sont sérieuses, mais en fait auxquelles on peut répondre sans trop de difficultés.